Quant aux poissons et fruits de mer, ils me répugnent intensément. Si je pouvais en avaler sans devoir mâcher, je ne pense pas que mon estomac en serait particulièrement retourné, mais le goût et l'odeur me provoquent des hauts le cœur jusqu'à en avoir la nausée, et si l'expérience dure trop longtemps, entraîne la régurgitation. J'ai conscience que cette aversion n'est pas chose courante, et je sais bien avec quel entrain la plupart des continentaux aiment le poisson en général. Les gens qui viennent de l'Ouest pour visiter Providence demandent toujours à ce qu'on les conduise dans les restaurants bordant la côte, qui se font une spécialité de barbecue de fruits de mer, ou dans ceux où l'on sert des huîtres, des homards, de l'espadon et toutes ces choses censées être les délices de la mer. Oui, on peut dire que le Rhode Island est presque aussi célèbre que la Louisiane pour ce type de gastronomie. Mais mon palais n'en a cure. Depuis ma plus tendre enfance, tout ce qui est poisson, mollusque ou crustacé est synonyme de vomitif pour moi. La chambre que j'occupe au 10, Barn Street, est une ancienne salle à manger, de sorte que ma pièce penderie, qui était autrefois un garde-manger où il y avait l'eau courante, est reliée à la cuisine par le biais d'un monte-plat, à présent condamné, mais qui laisse toujours passer les odeurs de cuisine quand elles sont fortes. Chaque fois que l'on prépare du poisson, je suis dans la misère et j'ai parfois mal au crâne en hiver quand je ne peux pas ouvrir les fenêtres et aérer suffisamment la pièce. Mais je remercie Odin que cela n'arrive pas très souvent. En dehors des poissons et des fruits de mer, mes aversions culinaires principales sont les tripes, le foie, la choucroute, les épinards, les viandes à partir du moment où elles ne sont pas assez cuites, tous les desserts comportant des graines de carvi, les crèmes anglaises et, comme je l'ai déjà indiqué, toute boisson alcoolisée ou mets aromatisés à l'alcool. J'aime les plats à base de viande quand ils sont très relevés, à la façon latine, et mes desserts très sucrés. Je ne suis pas très amateur de thé, je mets du citron si je dois en boire, alors que je suis buveur de café. Dans les deux cas, je bois très sucré, en moyenne 5 morceaux de sucre par tasse. Je mets peu de lait dans mon café, mais il m'en faut toujours un peu. Je n'aime pas boire le lait pur. En ce qui concerne les viandes, ma préférence va au bœuf. Mais j'aime à peu près toutes les viandes. Je suis amateur de saucisses, surtout préparées à l'ancienne, frites ou au four. J'aime la volaille, mais uniquement le blanc, et déteste les cuisses. Quant à la question du physique comparé au spéculatif et à l'esthétique, je vois tout à fait quel est votre point de vue et ne crois pas qu'il y ait là véritable controverse. Les intérêts que chacun peut manifester dans tel ou tel domaine sont largement guidés par les conceptions que l'on a du cosmos en général et que détermine le tempérament. Dans les deux cas, le processus sous-jacent est une tentative d'élargir sa perception vers ce qui donne la plus grande sensation de stabilité, d'une existence riche et pleine de sens et d'expansion potentielle. Que l'on arrive à cette sensation par un biais physique ou non est déterminé sur le plan individuel par des dizaines de facteurs, héréditaires, environnementaux et accidentels. Les préférences que l'on peut avoir n'ont absolument aucune espèce d'importance. Dans mon propre cas, tout ce qui ressort du physique me semble relativement, mais non totalement, dénué d'intérêt et d'importance, car mon habitude instinctive et inaltérable est de prendre le cosmos pour unité première de perception, de calcul et d'évaluation. Le cosmos est tout, l'individu rien. Tout ce qui, dont mes sentiments instinctifs forment la mesure rationnelle de l'homme, est son degré de capacité, infinitésimale même dans le cas des plus grands philosophes et savants, à comprendre la fraction connaissable du cosmos et à établir une corrélation entre celle-ci et lui-même. C'est cela être humain, posséder la conscience et la compréhension. Je pense donc je suis, comme le dit Descartes. Dans un premier temps, tout le reste étant égal, un homme ne peut être plus grand qu'un autre qu'en ayant une meilleure intelligence du flux universel des mondes et des éons, et une plus grande acceptation de sa place à l'intérieur de ce schéma. Notre existence, au sens humain du mot, est bordée par ce que nous comprenons. La conscience est la vie. Un fonctionnement physique sans compréhension n'est qu'une simple existence végétative ou quasi inorganique, comme celle des bactéries, et ne fait rien pour déterminer ou promouvoir notre statut d'être humain. Et j'entends par là des individus conscients qui cherchent à saisir quelques fragments d'une réalité universelle. J'ai beau essayer de comprendre, je ne vois pas en quoi être fort ou plus fort que quelqu'un d'autre aurait une grande signification. N'importe quel taureau ou éléphant surclasse les hommes dans ce domaine. De la même façon qu'une locomotive, un camion, un orage ou un tremblement de terre est plus puissant que n'importe quel taureau ou éléphant.
Un homme est plus grand qu'un taureau, qu'un éléphant, qu'une locomotive, qu'un camion, qu'un orage ou qu'un tremblement de terre, simplement parce qu'il dispose de plus de conscience que n'importe lequel de ces fugitifs foyers d'énergie. Un individu relativement chétif, mais doté d'une puissante conscience, peut commander à ou canaliser des hommes très robustes, mais aussi des taureaux, des éléphants, des locomotives et des camions. Et il peut même prédire les orages et les tremblements de terre, évitant par là même leurs plus dramatiques conséquences. L'humain, c'est l'esprit pensant. Mais le physique est commun à toutes les forces les moins organisées du cosmos. Armé de telles présomptions, il me serait difficile d'attacher quelque primauté que ce soit au physique. Je reconnais cependant son importance secondaire à permettre à la conscience d'exister et à préserver les fruits de cette conscience. Ainsi, je ne partage pas les vues de ces idéalistes ou de ces pacifistes qui dénigrent le physique. Je m'oppose d'ailleurs tout autant à ceux-ci qu'aux extrémistes de l'autre bord qui mettent sur un piédestal tout ce qui est physique. En fait, les principes naturels de l'esthétique demandent une certaine harmonie dans tout organisme, et l'origine et la construction de l'animal humain sont telles qu'il serait non équilibré et mal proportionné s'il lui manquait un certain aspect de développement et d'assurance physique. Non, vraiment, je n'ai rien en commun avec les positions antiphysiques extrêmes de fanatiques tels que les authentiques chrétiens, les yogis ainsi que d'autres mystiques orientaux. Au contraire, je fais totalement mien le précepte horacien du mens sana in corpore sano et je suis particulièrement sensible à l'importance capitale de la force physique, dans sa proportion appropriée, dans le courant de l'histoire. Je ressens pleinement la gloire des Thermopyles et de Zama, qui est à l'égal de mon dédain pour les activités mentales obséquieuses et sournoises, qui, telles celles des Grecs hellénistiques et des Juifs, ne s'appuient pas sur une vivacité physique suffisante pour assurer sa propre honnêteté et sa propre indépendance. En d'autres termes, ma position m'apparaît être celle d'un juste milieu rationnel, tentant d'éviter les débordements de part et d'autre, où, pour m'exprimer en termes plus choisis, je ne m'intéresse pas au physique en lui-même et pour lui-même, mais je le tiens dans la plus haute estime lorsqu'on s'en sert pour la défense des idées et des civilisations, et j'apprécie entièrement son rôle majeur au cours de l'histoire et sa nécessité esthétique dans une personnalité humaine équilibrée et harmonieuse. À ce propos, je me dois de vous dire que je suis en désaccord avec vous lorsque vous affirmez ne pas être fait pour le métier d'écrivain. Avec votre profonde sensibilité aux teintes du passé, au glorieux panorama du temps et des changements, à l'atmosphère qui se dégage de certains endroits, à la tension née des interactions entre les civilisations, les nations et les individus, et enfin avec votre talent d'évocation mêlant une langue imagée et débordante d'énergie, frappante de spontanéité, je serais tenté de dire que vous êtes un auteur né, si jamais il en fut un. Quiconque répond à la vie comme vous le faites, faisant de tout ce qui vous entoure la base d'un cercle sans cesse croissant d'associations et d'émotions qui réclament apparemment à être exprimées, est, par ce fait même, essentiellement porteur de la marque des auteurs. En effet, je dirais que la sensibilité à son environnement est ce qui signale l'artiste authentique par opposition à un simple faiseur efficace. De tous les écrivains avec lesquels j'ai été en contact, je n'en connais aucun qui a plus de choses à dire et qui est capable de les coucher sur le papier de façon aussi enthousiaste et convaincante que vous. Même si vous êtes spécialisé dans les récits de prouesse, l'étendue de votre expression artistique n'est en aucune manière confinée à de tels écrits. Pour commencer, vous avez une capacité incroyable à évoquer des airs reculés au-delà de tout entendement que laissent percevoir des monolithes ravagés par le temps et des ruines cyclopéennes. Encore une fois, vous avez la capacité de donner vie à une localité en trouvant instinctivement les termes qui dépeignent le paysage, le climat et les individus. Et votre capacité à transformer l'histoire en fresque palpitante est remarquable, riche d'incroyables potentialités. J'espère également que vous pourrez coucher sur le papier l'histoire et les mœurs du Texas et du Sud-Ouest, que vous connaissez de façon si intime, si subjective et avec tant de sympathie. Il est fichtrement malheureux que vous soyez contraint de satisfaire les besoins conventionnels, artificiels et simplistes des pitoyables pulp magazines. Vous avez de la chance de leur convenir, mais il n'en reste pas moins que c'est une honte de vous voir contraint d'user votre temps et votre énergie au lieu de vous consacrer aux puissants matériaux historiques à votre disposition et à l'œuvre audacieusement indépendante à laquelle vous donneriez naissance si vous étiez débarrassé de toute entrave. Cette lecture était extraite d'une lettre de Howard Phillips Lovecraft à Robert Howard datée du 7 novembre 1932.